Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des lésions du croisé postérieur. La présentation a été réalisée par le Dr Laudet, sous la direction du Dr Seguino. L'incidence est difficile à évaluer. En effet, selon le type de population, générale ou sportive, l'expérience de l'examinateur, l'accès à l'imagerie, le centre de santé, trauma center, centre de chirurgie ligamentaire, service d'urgence simplex, les lésions ne sont pas aussi fréquentes. De manière générale, il faut retenir que les lésions du ligament croisé postérieur sont relativement rares. Les lésions du LCP représentent 5 à 20% des lésions ligamentaires du genou. Certaines équipes rapportent un ratio de 1 ligament croisé postérieur pour 50 atteintes de ligament croisé antérieur. Concernant le sexe ratio, il est de 2 à 4 hommes pour une femme. Il existe différents mécanismes lésionnels que l'on peut regrouper en deux catégories. D'un côté, les accidents de la voie publique, de l'autre, le traumatisme du sportif. Pour les accidents de la route, le mécanisme le plus fréquent est le mécanisme du tableau de bord, donnant des atteintes isolées du LCP par choc direct sur le tibia proximal genou fléchi. Cela implique un traumatisme particulièrement violent. En cas de fracture ou de luxation fémoro-acétabulaire, il est important de rechercher un tiroir postérieur à la recherche d'une atteinte du LCP. De l'autre côté, les accidents du sportif, en particulier du football, davantage que le rugby, le judo, la lutte ou les sports de glisse, peut retrouver des mécanismes d'hyperflexion associés à une force en varus valgus, un traumatisme en flexion de genou associé à une flexion plantaire du pied ou une hyperextension passive. Cette atteinte est souvent associée à une atteinte du LCA. Le ligament croisé postérieur est une bande de tissu conjonctif en forme de sablier reliant le condyle fémoral interne au plateau tibial. Comme le LCA, il est intrasynovial et extra-articulaire. Historiquement, on décrit deux faisceaux, un faisceau antérolatéral et un postéromédial, fonctionnellement distincts mais sans séparation macroscopique ou histologique. Il mesure en moyenne 38 mm de longueur pour 44 mm de largeur. Il est horizontal en extension et se verticalise en flexion tout en augmentant sa tension. Il aura un rôle prédominant genou fléchi pour contrôler la translation tibiale postérieure, mais il aura également une utilité sur la stabilité rotatoire plutôt interne, et il empêche également l'hyperextension. Son insertion fémorale se situe au niveau de la paroi antérieure de la face latérale du condyle fémoral médial. Concernant son insertion tibiale, elle se fait sur la surface rétrospinale ou aire condylière postérieure, en arrière des racines postérieures des deux ménisques. Concernant la vascularisation, elle est bien plus riche que pour le LCA, ce qui explique son meilleur potentiel de cicatrisation. Nous y reviendrons plus tard dans le topo. Elle provient essentiellement des artères géniculées moyennes et inférieures. Il faut garder en tête la proximité de l'artère poplitée qui passe à 7,5 mm en extension et à 10 mm en flexion. Il faudra être particulièrement vigilant lors des différentes chirurgies proposées. À savoir également, la partie moyenne du LCP est avasculaire, ce qui explique sa plus grande fragilité. Concernant l'innervation, elle est effectuée par un nerf articulaire issu du plexus nerveux poplité. Ce dernier est composé de rameaux terminaux du nerf obturateur et de branches provenant du nerf tibial postérieur. Le rôle des nerfs est nociceptif. Pour finir ces rappels d'anatomie, il est important de noter la présence d'éléments qui entourent le ligament croisé postérieur et l'accompagnent dans sa fonction. Le ligament croisé postérieur est entre autres entouré par deux ligaments ménisco-fémoraux qui ont une importance toute particulière, le ligament de Humphrey en avant et le ligament de Vrisberg en arrière. Il renforce le ligament croisé postérieur. Concernant la stabilité du genou, le point d'angle postérolatéral est un stabilisateur secondaire qui va lutter contre le tiroir postérieur. Pour rappel, il est composé de stabilisateurs principaux que sont le muscle et le tendon poplité, le ligament collatéral latéral et le ligament poplitéo-fibulaire, ainsi que des stabilisateurs secondaires comme le biceps fémoral, le fascia lata, le ligament fibullo-fibulaire, le ligament arqué et la capsule articulaire.
souvent associée à une lésion du ligament croisé postérieur, il est essentiel de rechercher une éventuelle atteinte. Pour plus d'informations, je vous renvoie vers la présentation du Dr Baudel. Enfin, il faut bien comprendre que le pivot central est composé du ligament croisé postérieur associé au ligament croisé antérieur, qui peuvent être tous les deux atteints dans certains traumatismes. Il existe deux grandes situations dans lesquelles on diagnostiquera une rupture du LCP. D'un côté, nous retrouvons les cas d'atteinte étendue des plans ligamentaires, avec notamment les luxations de genoux. Cela se prend en charge dans le cadre de l'urgence, et souvent l'urgence première est vasculaire ou neurologique. L'important est la prise en charge de ces lésions. En cas de genou instable sans atteinte vasculaire, lésion des bicroisés, il faudra hospitaliser le patient, réaliser une IRM en urgence et prévoir une chirurgie dans les 3 semaines. En cas d'atteinte isolée, le diagnostic est rarement fait en aigu, le patient consultera plutôt à distance devant des douleurs, voire une instabilité plusieurs mois après le traumatisme. La prise en charge sera d'abord rééducative, la chirurgie sera discutée dans un second temps selon l'évolution. À la phase aiguë, les douleurs sont rarement au premier plan. Elles sont décrites comme diffuses, plutôt postérieures. À distance, le patient se plaindra davantage de douleurs antérieures ou de douleurs à la face interne lors de la décélération, de la montée-descente des escaliers ou au changement de direction. Concernant l'instabilité, elle est très rare en cas d'atteinte isolée du ligament croisé postérieur. En cas d'instabilité majeure, il est important de rechercher d'autres lésions associées. Il conviendra de réaliser un examen complet du genou à la recherche d'atteintes ménisco-ligamentaires en testant tous les différents plans possibles. Le tiroir postérieur, genou à 90 degrés en rotation neutre, est le signe cardinal de la rupture du LCP. Un tiroir de 10 mm oriente plutôt vers une atteinte isolée. Un tiroir de plus de 15 mm devra faire rechercher une lésion associée. On peut modifier la rotation du pied afin de tester les plans postéromédial ou postérolatéral. On peut retrouver un avalement de la tubérosité tibiale antérieure comparé au côté contralatéral. On testera le genou à la recherche de laxité en varus valgus à 0 degré dans un premier temps, signe d'une atteinte des ligaments collatéraux et du ligament croisé postérieur, et une laxité en varus valgus à 30 degrés, signe d'une atteinte isolée des collatéraux. Le test de Müller ou test de contraction du quadriceps correspond à un genou fléchi à 90 degrés, pied bloqué par l'examinateur. C'est un test dynamique où la contraction du quadriceps est censée réduire le tiroir postérieur. Pour finir, le dial test est réalisé en décubitus ventral en imprimant une rotation externe au niveau des pieds. Il est dit positif s'il existe une asymétrie de plus de 10 degrés. S'il est positif à 30 et à 90 degrés, il sera en faveur d'une atteinte du point d'angle postérolatéral et du ligament croisé postérieur. S'il est positif uniquement à 30 degrés, il s'agira plutôt d'une atteinte isolée du LCP. Concernant l'imagerie, deux machines auront une utilité particulière, la radiographie et l'IRM. Il convient de réaliser une radiographie de genou de face de profil, un défilé fémoro-patellaire à 30 degrés, un pangonogramme si le patient a plus de 40 ans ou présente un varus valgus. Il faut éliminer une fracture associée et une avulsion de l'insertion tibiale du ligament croisé postérieur. Certaines incidences peuvent avoir une utilité, comme la kneeling view, position à genoux avec le poids du patient qui reproduit le stress. On peut retrouver une fracture de second inversée. Les clichés à genoux ou gravity sag view peuvent avoir un intérêt pour évaluer la translation postérieure. Les clichés dynamiques télos ont un intérêt tout particulier pour les lésions isolées chroniques du ligament croisé postérieur. Ils permettent une mesure de la laxité en millimètres et sont comparatifs. Un différentiel de plus de 5 mm est considéré comme pathologique. Un différentiel supérieur à 12 mm oriente vers une atteinte du ligament croisé postérieur et du point d'angle postérolatéral.
L'IRM sera réalisé si l'examen clinique évoque une entorse grave du genou avec des séquences T1, T2 et FATSAT. Il faudra rechercher des lésions ligamentaires, du pivot central, des plans périphériques, des lésions du point d'angle postéro-interne ou externe, des lésions méniscales ou des lésions chondrales. Voici un exemple de rupture du LCP, à savoir dans les lésions chroniques, l'IRM peut donner un aspect de rupture alors que le ligament a cicatrisé. Une classification radiologique basée sur la subluxation postérieure du tibia sur une radio de profil genou à 90 degrés permet d'évaluer le déplacement. En situation normale, le plateau tibial médial est décalé à 1 cm en avant du condyle médial. Le stade 1 correspond à une translation postérieure du tibia entre 1 et 5 mm. Le tibia reste antérieur aux condyles fémoraux. Il signe une atteinte partielle du ligament croisé postérieur. Une translation postérieure entre 6 et 10 mm témoigne d'une rupture totale du LCP. Enfin, une translation supérieure à 10 mm oriente vers une rupture du ligament croisé postérieur, plus une atteinte capsulo-ligamentaire. En 2001, Clancy a décrit une classification qui est superposable à la classification radiologique, mais cette fois-ci clinique. Le stade 1, avec un décalage de 5 mm du tibia, peut correspondre à une annotation une croix. Le stade 2 retrouve une translation entre 5 et 10 mm. Il peut être noté 2 croix à l'examen clinique et le décalage entre le plateau tibial et le condyle médial disparaît. Enfin, pour le stade 3, le bord antérieur du plateau tibial est en arrière du bord antérieur du condyle. Concernant la thérapeutique, la prise en charge du LCP dépendra de l'ancienneté de la lésion, de la symptomatologie du patient, de l'importance de la laxité et de la présence ou non de lésions associées. Concernant les atteintes isolées du ligament croisé postérieur, le stade 1 relèvera du traitement orthopédique avec attelle anti-tiroir postérieur à garder 6 semaines, voire, pour certains praticiens, traitement fonctionnel avec l'arrêt des activités physiques et sportives le temps de la cicatrisation. Les stades 2 et 3 seront traités orthopédiquement la plupart du temps dans la population générale. En effet, le LCP a un très bon potentiel de cicatrisation. En cas d'avulsion osseuse déplacée pour les stades 2 et 3, la synthèse du fragment a prouvé son bénéfice. Il est réalisé quand la taille du fragment le permet par une vis cannulée. Si l'avulsion est non déplacée, nous resterons sur un traitement orthopédique. Notons également que chez les patients grands sportifs, le traitement chirurgical peut être une option en première intention. En cas d'atteinte chronique, il faudra rechercher une gêne décrite par le patient à type de douleur et ou d'instabilité persistante après plusieurs mois. Dans ces cas-là, on pourra prévoir une ligamentoplastie. En cas d'atteinte associée de type bicroisé, atteinte des ligaments collatéraux, atteinte du point d'angle postérolatéral ou des ménisques, la chirurgie est recommandée. Elle peut être faite à ciel ouvert ou sous arthroscopie et utiliser différents types de transplants. Dans les lésions combinées pluriligamentaires, la chirurgie du LCP est toujours faite en premier afin de recentrer le genou. Que le traitement soit chirurgical, orthopédique ou fonctionnel, la rééducation a une place importante dans la prise en charge de ces lésions. En cas de traitement orthopédique ou avant de prévoir une chirurgie, il faudra rééduquer le genou atteint. L'objectif est d'obtenir un genou sec, indolore, de récupérer une bonne contractibilité du quadriceps avec de bonnes amplitudes articulaires et gérer au mieux la phase inflammatoire. Après la chirurgie, l'objectif est d'éviter le retour d'un tiroir postérieur. Le genou sera immobilisé pour cela en général 6 semaines par une attelle anti-tiroir postérieure. La rééducation commence en décubitus ventral pour supprimer les contraintes en tiroir postérieur.
L'appui est contre-indiqué ou protégé pendant 1 mois voire 6 semaines. L'objectif sera d'obtenir 90 degrés de flexion à 6 semaines, 120 degrés à 3 mois. La flexion totale sera obtenue à 6 mois. La contraction des ischio-jambiers doit être évitée pendant 45 jours. Enfin, la reprise sportive sera discutée au bout de 1 an. La récupération est en effet 2 fois plus longue que pour un LCA. Quelques mots concernant la chirurgie. La ligamentoplastie se fait la plupart du temps sous arthroscopie de nos jours avec un amplificateur de brillance pour contrôler la position du tunnel tibial d'une part et éviter le risque de lésions vasculaires, notamment de l'artère poplitée, comme décrite précédemment. Il est souvent nécessaire de réaliser une voie postéromédiale, voire pour certaines équipes postérolatérales, afin de réaliser un bon débridement et mettre en place le transplant comme il se doit. Différents types de transplants existent. Différentes techniques avec 1 ou 2 faisceaux ont été décrites également, et différents types de fixation des transplants sont utilisés. Il n'existe pas de supériorité d'une technique par rapport aux autres. L'important est de réaliser la technique que l'on maîtrise. Enfin, plusieurs études montrent qu'il est essentiel de garder le rémanent du transplant au maximum, afin de permettre une bonne cicatrisation et une bonne tenue du transplant. Il existera à distance une laxité résiduelle malgré la chirurgie de 4 à 5 mm. L'évolution spontanée de la rupture du LCP non réparé comprend une phase d'adaptation d'environ 1 an, une phase de tolérance fonctionnelle de 10 à 15 ans. Au-delà, on rentrera dans la phase arthrosique avec une atteinte prédominante en fémoro-patellaire, voire en fémoro-tibial interne en cas d'instabilité postéro-latérale. La chirurgie permet un retour à des activités normales la plupart du temps, mais n'empêche pas la survenue d'arthrose. Les douleurs pourront persister, majoritairement antérieures, parfois internes. Enfin, le patient pourra garder une certaine raideur au niveau du genou. Pour résumer cette présentation, 3 grandes idées à retenir. Il existe une classification, qu'elle soit clinique ou radiologique, avec 3 stades, une atteinte partielle, totale ou associée à d'autres lésions. Il faut retenir qu'il y a 2 situations qui se présenteront à vous. D'un côté, l'atteinte isolée, plutôt chronique, du ligament croisé postérieur. De l'autre, une atteinte sévère associée à d'autres lésions que l'on verra en aigu dans des centres de référence. Et enfin, 3 imageries essentielles à réaliser. La radio à la recherche d'atteintes associées, les clichés télos pour l'atteinte chronique du ligament croisé postérieur afin de la quantifier, et l'IRM qui recherchera des lésions associées et affirmera le diagnostic de rupture.